ai marre d'être femme. Ça y est, ça me fatigue. Il y a quelques jours, je rentrais chez moi en courant pour semer un homme qui me poursuivait. Le lendemain, je découvre que les députés rient des agressions sexuelles énoncées récemment. Et le jour suivant, je découvre qu'un prétendu comique fait des blagues sur les accusations de viol, les qualifiant de puritanisme. Tous les jours, tous les foutus jours, on me rappelle que je n'ai pas gagné au bingo des genres. Alors c'est un texte que j'ai écrit au mois de mai pour témoigner de mon épuisement face au sexisme ambiant. Et pour vous montrer que cette exaspération perdure depuis, je pourrais vous parler de ce journaliste qui, il y a quelques jours, a publiquement embrassé la poitrine d'une femme qui refusait de l'embrasser. Je pourrais aussi vous parler de cette femme célèbre qui a été agressée, ligotée, cambriolée à son hôtel, Kim Kardashian, et qui est immédiatement devenue la risée du web. On s'est réjoui de son agression et on s'est étonné qu'elle n'ait pas été violée. Alors, mon vécu n'a rien de singulier. Ce que je viens vous raconter là, c'est ce que vivent des milliers, voire des millions de femmes, quotidiennement ou presque, et qui n'a rien de sexy. En 2012, une jeune vidéaste belge a filmé en caméra cachée ce que les hommes lui disaient quand elle se baladait dans la rue. Elle a révélé la violence à laquelle elle faisait face à chaque déplacement dans l'espace public. Les propos qu'on lui adressait étaient hyper violents, hyper sexualisés, les attitudes étaient très menaçantes, très insistantes, et les gestes très déplacés. Et en voyant cette vidéo, je me suis rendu compte que je vivais ça moi aussi depuis des années. Mais j'avais intégré ça depuis mon adolescence à tel point que je ne me rendais même plus compte à quel point ce n'était pas normal. Et quelques jours après avoir vu cette vidéo, j'étais en voiture dans les rues de Marseille un soir pour rentrer chez moi. Et à un feu rouge, un homme m'interpelle depuis sa voiture, en étant très clair sur ses intentions. S'il avait été perdu, je l'aurais aidé à retrouver sa route, mais là, clairement, sa destination se situait entre mes jambes. J'ai donc fait, comme je fais la plupart du temps dans ces cas-là, je l'ai ignoré, j'ai regardé droit devant moi, j'ai supplié le feu de passer au vert. Le feu s'est rapidement exécuté, mais l'homme a visiblement très mal vécu mon absence de réponse. Il s'est mis à me poursuivre, à me doubler à toute vitesse, pour me faire des queues de poisson par la suite, à répéter l'opération, la répéter. Ça a duré une dizaine de minutes. Alors je me suis découvert un certain talent pour le pilotage en mode GTA, à tel point que mon poursuivant a fini par baisser les bras. J'ai donc pu rentrer chez moi saine et sauve, mais terrorisée. Et cet épisode de harcèlement, c'était très loin d'être le premier que je vivais, en revanche c'est le premier que j'ai verbalisé de toute ma vie. La vidéo dont je vous parle, de Sophie Peters, m'avait marqué, et du coup j'ai évoqué cet incident avec des amies femmes. Et les retours ont été unanimes. Nous avions absolument toutes vécu des épisodes de harcèlement dans l'espace public ou dans les transports. Et les expériences étaient hyper variées. Ça allait du simple commentaire qui se voudrait flatteur, à l'agression sexuelle pure et simple, en passant par les mains au cul, les frotteurs, les suiveurs, les injures, etc. Et la vidéo dont je vous parle avait généré un énorme débat en France comme en Belgique, et on avait enfin mis un mot sur ce qu'on vivait, on a appelé ça le harcèlement de rue. Mais comme tout débat public, il a très rapidement glissé dans tous les sens. Et j'ai notamment pu observer un énorme déni. Beaucoup prétendaient que le harcèlement était un fantasme de femme parano, que c'était seulement de la drague, qu'on devrait être contente d'être abordée en permanence. Bref, que c'était pas un problème. Et malgré le fait qu'on ait la preuve sous les yeux avec cette vidéo du poids qui peut peser sur les épaules d'une seule et même personne, on continuait de s'imaginer que dans la rue, on entend que de maladroits « Et toi, t'as les yeux noisettes? Tu veux pas que je sois ton écureuil ?» Alors que pour ma part, je suis plutôt habituée à entendre des « Toi, j'ai trop envie de t'éclater la chatte », ce qui est différent. J'ai donc décidé d'ouvrir un blog au nom aussi fleuri que ce que j'entendais dans la rue, donc Paytachnek, PTS, sur lequel on pourrait recenser les phrases qu'on entend quand on se déplace dans l'espace public. J'ai moi-même envoyé les phrases dont je me souvenais et j'ai envoyé le lien à quelques copines en leur disant de faire de même. 5 jours plus tard, c'était l'explosion. Je recevais plus de 150 témoignages par jour. C'était un flot permanent. J'avais l'impression d'avoir ouvert une vanne en fait. Il y avait un trop-plein infini qui était en train de se déverser dans ma boîte mail. J'ai donc reçu 12 000 témoignages en 4 ans, que j'ai tous lus, et qui m'ont permis de prendre la mesure du problème, mais aussi de me rendre compte de la réalité du harcèlement de rue. Parce que finalement, mon expérience, c'est une expérience parmi des milliers. Je me suis rendu compte que le harcèlement de rue n'est pas que sexiste. Il est aussi raciste, il est aussi homophobe, il est aussi transphobe, grossophobe, islamophobe, ou validiste, donc en rapport avec le handicap. Et
je me suis rendu compte qu'on parlait toujours très mal du sujet. Donc, pour que vous vous rendiez compte qu'on est toujours très loin d'un poétique des yeux de braise Laurent Merguez, je vous ai sélectionné quelques témoignages qui sont particulièrement parlants. Je vous les laisserai les lire parce que j'ai du mal à prononcer ces phrases moi-même à voix haute, et puis on pourra en discuter. Premier témoignage. Alors, est-il nécessaire de souligner la dimension sexiste de cette réplique? Est-il nécessaire de souligner l'agression que constitue cet événement? Je ne pense pas. Par contre, il y a un point que je m'amuse à soulever. Après avoir lu les propos de 12 000 harceleurs, je me rends compte que plusieurs milliers d'entre eux parlent très rapidement de leur bite. Alors, je me dis qu'il y a peut-être matière à se questionner. Peut-être qu'il faut qu'on cesse d'ignorer la domination qu'exerce un pénis sur la personne qui le possède, et du coup sur le reste du monde. Second témoignage. Ici, c'est la rencontre du sexisme et de l'islamophobie, parce que cette jeune femme porte le voile, avec ce fantasme merveilleux de libération par le sexe. Cette forme de harcèlement, c'est celle qui se développe le plus à l'heure actuelle. Dans un contexte de racisme et d'islamophobie exacerbée, les femmes musulmanes ou supposées musulmanes sont de plus en plus harcelées, agressées, etc., etc. Troisième témoignage. Cette fois, c'est la rencontre du sexisme et de la lesbophobie, de l'homophobie. On note quand même un fil rouge autour de la notion de soumission, à la condition éternelle des femmes, bien évidemment. Mais on note aussi une profonde préoccupation autour de la notion de norme. On ne sait toujours pas ce que veut dire normal, mais visiblement cet homme en a une idée très précise. Quatrième témoignage. Alors il y a un mythe autour du harcèlement de rue. On dit qu'il ne serait vécu que par les jeunes et jolies femmes. Et c'est faux. Dans la rue, les femmes sont validées ou invalidées. On reçoit aussi des commentaires de la part du chaland quand on ne lui plaît pas. Puisque c'est bien connu, nous sommes là pour faire joli dans son champ visuel. Celui-ci n'hésite donc pas à nous faire remarquer quand nous ne décorons pas assez bien son extérieur. Cinquième et dernier témoignage. Ce témoignage, il est hyper révélateur de l'existence de la culture du viol, qui est très forte dans nos sociétés. On impute quasi systématiquement à la victime, ou du coup potentielle victime, la responsabilité de son agression. Son attitude, sa tenue, sa présence à telle heure, à tel endroit, justifieraient qu'elle puisse être agressée. Et ce phénomène de culpabilisation de la victime, et donc de déculpabilisation de l'agresseur, il s'illustre dès l'agression, mais aussi dans toutes les instances supposées accueillir des victimes, y compris dans l'entourage ou parmi les proches quand on parle de ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'on parle de culture, parce que c'est un raisonnement qui est hyper présent dans toutes les strates de la société, du privé au public, et qui est entretenu en permanence par les discours publics, par les médias, par la publicité, par le cinéma, etc., etc. Et finalement, quand on suit ce raisonnement, on insinue que les hommes sont des bêtes incontrôlables, sous l'emprise de leurs hormones, incapables de réfréner leurs pulsions. Malheureusement, ce point ne semble que très rarement préoccuper les principaux concernés. Ce que je voudrais ce soir, donc là vous avez vu un extrait de témoignage, j'ai pas envie de ruiner votre soirée en vous infligeant toute la violence qui s'exprime dans l'espace public francophone. Ce que je voudrais, c'est ouvrir une réflexion. Individuellement, est-ce qu'on fait partie du problème ou est-ce qu'on fait partie de sa solution? Et est-ce qu'on est vraiment conscient de la gravité du problème? En 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a mené une consultation auprès des utilisatrices de transports en commun français. La conclusion, malheureusement, ne m'a pas étonnée. 100% des femmes interrogées avaient déjà été victimes de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle dans les transports. 100%. Dans plus de la moitié des cas, la première agression a eu lieu après qu'elles étaient mineures. Sur PTS, je reçois des témoignages de victimes ayant 11-12 ans. Alors on me demande tout le temps, c'est la grande question, c'est quoi la différence entre drague et harcèlement? La différence, elle est toute simple, c'est le consentement. La drague, c'est un jeu qui se pratique à deux. Le harcèlement, lui, s'impose d'une personne sur une autre. C'est complètement différent. On doit avoir conscience que dans l'espace public, quand on s'adresse à une personne, celle-ci n'est pas là pour faire des rencontres, que donc on peut déranger, on peut essuyer un refus. Et si tel est le cas, on se doit de le respecter et de ne pas insister. On doit prendre en compte le contexte. Un homme qui aborde une femme seule la nuit dans une rue déserte peut se douter qu'a priori c'est flippant.
On doit aussi garder en tête que la personne à qui on donne son avis sur son physique, qui n'a rien demandé, s'en cogne en fait de notre avis. C'est aussi un mythe qu'on doit déconstruire. On considère trop souvent qu'un compliment est forcément la meilleure chose qui puisse arriver dans la journée d'une femme, quelle qu'elle soit, d'où que vienne le compliment. Alors je vais vous faire une révélation, c'est faux. Personnellement, je me fous de savoir que le navrant du coin me trouve motocultable. Je n'ai pas besoin ni envie de le savoir. Et comme beaucoup de femmes, je n'accorde aucune importance à l'avis des inconnus concernant mon physique. Et bien souvent, quand je reçois un commentaire plus ou moins gras et que je fais savoir à la personne que son avis m'importe peu, soudainement, je deviens un laiton imbaisable. Parce que je n'ai pas su jouir de ce cadeau sacré que m'a fait cet homme. Le fait de lui plaire aurait dû me faire sauter de joie, moi qui ne vis que pour flatter ses rétines dans l'espoir d'un petit coït enflammé sur l'escalator. Alors, si je réponds toujours à cette question sur la différence entre drague et harcèlement, le plus souvent c'est pour rassurer mon interlocuteur, mais je me dois quand même de préciser, le harcèlement de rue n'a absolument rien d'un jeu de séduction. Dans l'immense majorité des cas, il n'y a aucune intention de flatter ou de séduire. Mon harceleur, quand il m'a hurlé qu'il voulait m'éclater la chatte, se doutait bien que ça n'allait pas se finir autour d'un dîner aux chandelles. Celui qui m'a poursuivi en voiture et s'est me tuer par la même se doutait bien que ce n'était pas le début d'une grande romance. Dans l'immense majorité des cas, c'est uniquement une façon d'imposer une forme de supériorité obsolète et d'écraser l'autre pour se sentir soi-même plus fort, et ainsi d'entretenir la peur. Parce que l'espace public est encore aujourd'hui une zone de discrimination très forte. Les villes ont été faites par et pour les hommes. Et pour constater la domination masculine dans l'espace public, il suffit d'observer. Partout, on voit des hommes qui stagnent, qui restent là. Parce que vous voyez souvent des femmes en faire autant. Ma mère, alors que j'entrais dans une boutique pour récupérer un cadeau qui lui était destiné, a dû rester dans la boutique 5 minutes en attendant. Elle m'a expliqué s'être sentie obligée de bouger, de regarder son téléphone, de se déplacer, pour ne pas risquer de passer un mauvais message, ne pas risquer de signifier qu'elle serait disponible. Toutes les femmes, ou presque, ont le sentiment de ne devoir que passer dans l'espace public et pas y rester. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2016, on nous fait très souvent comprendre que dehors, ce n'est pas notre place. Et il y a aussi beaucoup de femmes qui m'ont parlé des stratégies du quotidien, stratégies d'évitement qu'on développe spontanément dans l'espoir de ne pas être harcelées sexuellement. Certaines utilisent leurs clés comme une arme potentielle. D'autres ne sortent pas sans des écouteurs dans les oreilles, même sans musique, histoire d'afficher une forme de fermeture. On calcule sa tenue avant de sortir, on choisit soi-disant sa place dans le métro, de préférence près d'autres femmes, on se fait accompagner le soir, on ne rentre pas chez soi en marchant la nuit. Il y a même des personnes qui m'ont confié avoir déménagé à cause du harcèlement trop fréquent qu'elles faisaient face. Et c'est là qu'on se rend compte que le harcèlement de rue modifie nos comportements et nos choix au quotidien. Alors j'aimerais profiter de l'audience que j'ai devant moi ce soir pour tenter une petite expérience. Je vais vous poser une question et bien sûr si vous ne souhaitez pas répondre, rien ne vous y oblige. Je vais d'abord m'adresser aux femmes de l'assistance. Quand je parle de harcèlement sexuel, de harcèlement de rue, vous l'avez compris, on parle des injures, des frotteurs, des mains au cul, des suiveurs, toute personne qui nous met à un moment donné très mal à l'aise. Mesdames qui êtes ici, parmi vous, qui a déjà été harcelée sexuellement dans l'espace public ou dans les transports? Et c'est la réponse à laquelle je m'attendais malheureusement. Vous pouvez vous retourner, regarder le résultat, on est nombreuses. Merci beaucoup. Maintenant je m'adresse à vous, messieurs. Qui parmi vous a déjà été harcelé sexuellement dans l'espace public ou dans les transports? C'est peut-être moins nombreux. Ce que cette expérience révèle, tout simplement, c'est que les hommes et les femmes ne vivent pas, n'expérimentent pas la vie de la même façon. Que font les hommes au quotidien pour ne pas être agressés sexuellement? Ce n'est pas une préoccupation quotidienne. Alors bien sûr, il y a des hommes qui ça arrive, mais en tant que groupe, les hommes n'expérimentent pas cette menace en permanence, alors que les femmes, elles, vivent avec. Alors, quand j'évoque ce point, je vous dois anticiper tout de suite, non, tous les hommes ne sont pas des harceleurs en puissance. Je le sais, vous le savez, nous le savons tous et toutes, c'est dit. Mais à ce sujet, tous les harceleurs n'ont pas non plus le même profil. Dans les médias, on traite souvent mal le sujet. On insinue que le harcèlement sexiste serait le privilège d'hommes pauvres et ou issus de l'immigration. Et c'est parfaitement faux. Les 12 000 témoignages que j'ai reçus sur PTS le prouvent. Pour exemple, ceux que l'on nomme les cols blancs sont loin d'être exempts de comportements sexistes et menaçants. On a d'ailleurs vu ces jours-ci 2 projets voir le jour contre le harcèlement sexiste. L'un dans le milieu des avocats, qui s'appelle Paye ta robe, l'autre dans le milieu politique, qui s'appelle Chère collaboratrice. C'est bien la preuve que même dans les milieux les plus éduqués et les plus riches, le harcèlement sexiste s'illustre encore une fois.
On devrait donc tous et toutes, sans exception, se poser ces questions. Ai-je déjà eu ce type de comportement, comme insister après un refus, commenter le physique d'une personne qui ne m'a rien demandé? Et qu'est-ce que je fais quand je suis témoin d'une scène de harcèlement, ou quand un proche agit ou parle de la sorte devant moi? Est-ce que j'y mets fin? Est-ce que j'interviens? Est-ce qu'au minimum je me désolidarise? Ou est-ce que je ne fais rien? Alors souvent, quand on est témoin d'une scène de harcèlement, on n'ose pas intervenir parce qu'on a peur de prendre un risque soi-même. Mais en fait, il existe des techniques d'intervention non violente qui permettent de rendre de grands services sans prendre trop de risques. Et je vais vous en citer deux, histoire que tout le monde puisse repartir avec un petit peu d'inspiration. La première consiste à s'adresser à la victime comme si on la connaissait, et à l'entraîner dans une conversation quelconque, histoire d'isoler le harceleur et dans l'espoir de le faire partir. On peut arriver vers la victime en disant « Alors machine, t'étais où? Je te cherchais partout, viens, on va voir les autres », et on l'entraîne quelque part. La seconde technique consiste à s'adresser au harceleur, mais de manière totalement hors sujet. On peut aller le voir en disant « Excusez-moi, pour aller à la mairie, il faut que je descende à quelle station? Auriez-vous l'heure, s'il vous plaît ?» Peu importe ce qu'on raconte, le but c'est de détourner son attention le plus poliment du monde pour laisser le temps à la victime de s'en aller. Ce sont des techniques qui permettent de rendre de très grands services sans prendre trop de risques et qui ont été testées, puisque je me base sur des témoignages que j'ai reçus ou qui ont été publiés sur le projet Crocodile. Donc si on veut faire partie de la solution et pas du problème, on peut commencer par agir individuellement, mais c'est la société tout entière qui est concernée. Les hommes n'ont pas le monopole du sexisme. On a tous grandi dans la même société, de fait on reproduit tous les mêmes schémas. Ce qu'on doit faire, c'est ne plus laisser ces comportements se fabriquer sous nos yeux. On doit investir du temps dans l'éducation, en parlant à nos enfants, à nos élèves, en les éduquant à l'égalité sous toutes ses formes, et en ne tolérant jamais un propos ou un comportement oppressif. On doit aussi arrêter d'apprendre aux filles à ne pas être agressées, pour commencer à apprendre à tout le monde à ne pas agresser. Et pour déconstruire tous les schémas discriminants qu'on se refile gaiement depuis des siècles, ça commence forcément par écouter les personnes qui le vivent de l'intérieur et relayer leur voix, les amplifier, les faire entendre et connaître de tous et toutes. C'est seulement en étant attentif à l'écoute et solidaire qu'on fera reculer cette violence. Parce que l'espace public appartient à tous et toutes, quel que soit notre genre, que l'on soit noir, musulmane, homo, grosse, maigre, asiatique, peu importe, nous avons tous et toutes droit à la paix. Et si cette phrase vous semble aujourd'hui évidente, en pratique c'est encore très loin d'être le cas. Donc, sur PTS et sur les projets qui sont nommés derrière moi, on essaie maintenant de mener une réflexion collective et de lutter à plusieurs, collectivement, contre ces violences. Mais pour l'heure, on se sent vraiment, nous qui vivons le harcèlement de rue, on se sent vraiment seul là-dedans. Donc je vais conclure avec le texte que j'ai commencé à vous lire au début de mon speech. Être femme, c'est se battre contre la peur, contre la violence, contre nos angoisses. C'est faire partie d'un groupe qui ne se nomme pas, d'une sororité invisible, qui ne se doute même pas de sa force incroyable. J'en ai marre d'être femme, mais je n'échangerai les rôles pour rien au monde. Je suis femme et fière de voir que nous sommes de plus en plus nombreuses à nous battre partout dans le monde, avec nos spécificités, avec nos obstacles, avec nos moyens. Je suis fière de nous voir parler de plus en plus fort, rire, râler, hurler et faire du bruit. Être femme, c'est mériter la lune et aller la décrocher soi-même.